Alors bonjour Madame Sullereau, nous vous recevons une seconde fois à l'agence Info Libre. Nous vous remercions de nous accorder cet entretien. La première fois nous nous étions vus pour parler un petit peu de la théorie du genre. Cette fois-ci nous nous voyons à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage. Vous pouvez dire dernier ouvrage parce que c'est certainement le dernier livre que j'ai écrit, vu mon âge. On rappelle que vous avez donc 89 ans. Et donc le titre s'appelle « Lettre d'une enfant de la guerre aux enfants de la crise ». Vous racontez votre expérience et notamment le contexte dans lequel vous avez évolué. Je parle de ce que j'appelle ma génération et qui est tout à fait méconnue. Je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que après 2008-2009, la grosse crise de 2008, on a commencé à voir en France un défaitisme absolument épouvantable, tout allait de travers, etc. Et on a entendu des quantités de faux prophètes dire « Ah là, les jeunes vont avoir à payer la dette de la France, plus ci, plus ça. » Et pour la première fois, on verra des enfants qui seront moins prospères, moins libres, moins que leurs parents. Alors, moi, à ce moment-là, j'ai dit, ben alors, et nous, ma génération, en l'espace de quelques jours, en 1940, dans mai et juin 40, nous avons perdu tout, c'est-à-dire notre pays, on n'en avait plus, on n'avait plus de France, on n'avait plus de logement parce qu'il y a eu énormément de bombardements, etc., où on est allé se réfugier ailleurs, on a changé complètement de tout. Il n'y avait plus rien dans les magasins en l'espace de 3 semaines de temps, on a commencé à apprendre ce que c'était que d'avoir faim. Celui qui a pris une douche en mai 40, c'était sa dernière. Il n'y a pas eu d'eau chaude pendant 6 ans. Donc on a nous eu une vie précipitée d'un seul coup dans un malheur dont on était nullement responsable et qui nous dépassait complètement. Et donc quand on me dit que maintenant les jeunes, les adolescents d'aujourd'hui vont peut-être avoir justement une chute comme ça, une chute de revenus, une chute d'avenir, d'espoir, etc., je me dis, au fond, ce serait pas mal que je leur raconte comment nous, on a vécu, et voir un peu si les leçons que la vie nous a enseignées, puisque vous disiez, j'ai 89 ans, ça fait donc, si vous voulez, 60 ans au moins, derrière moi, d'expérience où j'ai été quand même, étant sociologue, étant engagée tout à fait pour essayer d'aider les femmes, les pères, les enfants. Enfin, j'ai fait un petit peu toutes les actions possibles et imaginables pour redresser les torts, pour essayer de redresser les torts d'une catégorie ou d'une autre. Donc, j'ai bien connu tous ces problèmes. Ça vaudrait peut-être la peine que je dise aux jeunes, ben voilà, nous, comment on a réagi et comment on a réussi à faire repartir ce fichu pays qui était complètement par terre. Je donne dans ce livre le nombre absolument fabuleux des immeubles et des ponts, des routes, tout était par terre et il y avait 8 millions de sans-logis. Et qu'est-ce que nous, on a fait à ce moment-là? D'abord, en 1944, on s'est retrouvés. Je veux dire par là que les amoureux, les filles et les garçons, les jeunes gens et les jeunes filles, qui étaient séparés, il y en avait 300 000 jeunes gens qui étaient prisonniers de guerre, donc qu'on ne voyait pas, 450 000 qui ont été touchés par le service du travail obligatoire, le STO, à 20 ans, et qui étaient ou obligés d'aller en Allemagne, ou se cachaient dans les maquis, et qui nous étaient dérobés à nous les filles. Et donc en 1944, tout ça se libère, tout le monde retrouve, chacun cherche sa chacune, et on est extraordinairement sentimentaux, parce que après tant d'attentes, tant de privations, tant d'absence aussi, franchement, on a des caractéristiques très particulières dans notre génération. Nous sommes la génération qui s'est le plus mariée,
on s'est marié à 92%, c'est-à-dire qu'il y avait 8% seulement qui ne sont pas mariés. C'est inouï comme chiffre. Et de plus, on a très peu divorcé. Et on a vécu très longtemps, la preuve, j'en suis une, mais je ne suis pas seule à avoir dépassé 80 ans. Ma génération a largement dépassé 80 ans. Alors, bizarrerie de la vie, les enfants que nous avons faits, qui vont devenir les 68 arts, c'est-à-dire qu'ils étaient très nombreux. Comme je vous dis, on a eu 3 enfants en moyenne par femme, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup qui en avaient 4-5. C'était absolument extraordinaire, on était tout le temps enceinte. C'est pour ça que dans ce livre, je raconte la révolte qui m'a prise, parce que nous étions sous l'emprise d'une loi terrible, la loi de 1920, qui interdisait toute manœuvre anticonceptionnelle, toute contraception. C'était interdit même d'en parler. Tout va en même temps. La loi permettant la contraception est de 67. 1967, c'est aussi l'année où, pour la première fois, il y a autant de bachelières que de bacheliers. Donc, vous voyez, les filles commencent à sortir le nez du trou, parce qu'avant, les femmes étaient les ménagères, surtout, puisqu'il n'y avait absolument aucun équipement ménager, donc elles étaient tout le temps recluses dans leur foyer, tandis que là, et alors, naturellement, elles vont devenir de plus en plus individualistes, demandant à exister, bien naturellement, etc. Et au début, les garçons de 68, très fiéros, ils disaient on fait la révolution sexuelle, c'est nous la révolution, etc., etc. Et puis ensuite, peu à peu, et jusqu'à votre génération, à vous, enfin je veux dire ceux qui ont maintenant 25-30 ans, ils s'aperçoivent que les femmes sont devenues très, très impressionnantes par leur façon justement de marquer leur territoire, particulièrement dans le couple, dans la famille, etc. Et donc là c'est très curieux parce qu'on a devant nous une génération qui finalement est inquiète, pas seulement pour les raisons économiques et d'argent, mais parce qu'elle a besoin de solidarité, elle a besoin, je dirais presque de tendresse, de confiance, et elle est au contraire assez mobilisée, sarcastique, moqueuse, par peur de se laisser aller, par peur de s'engager. Donc, il me semblait intéressant de faire parler la génération à laquelle j'appartiens, dont vraiment l'idéal a été de s'engager, tout le monde s'engageait. Il fallait s'engager, que ce soit amoureusement ou en politique ou dans les lettres, etc. L'écrivain engagé de 1945, tout le monde était engagé. Et maintenant, c'est le contraire, c'est la peur de s'engager, la peur du sentiment, la peur d'être peut-être moqué, manipulé par l'autre, etc., etc. Or, une société n'est pas faite seulement d'entreprises, de travailleurs, etc. Elle est faite aussi de ce tissu qui doit se reproduire avec des enfants, etc. Et là, maintenant, un des traits les plus navrants, c'est justement que les jeunes couples se séparent de plus en plus quand les enfants sont encore tout jeunes. Ce qui ressort dans votre livre, justement, je reviens un petit peu sur ce que je disais, j'avais pas eu le temps de terminer, c'est que vous avez une époque de manque et on observe parallèlement un couple uni. Nous sommes une génération qui vivons dans l'opulence et on se rend compte que les couples se séparent beaucoup plus rapidement. Et vous dites à un moment dans votre livre, la crise ne vous a pas encore rabattu vers le mariage, électron libre, vous pensez encore pouvoir vous payer le luxe d'être individualiste jusque dans vos unions. Donc vous laissez présager que... Alors, non seulement individualiste, mais en même temps un rêve d'égalité, c'est-à-dire que le couple maintenant, c'est un homme et une femme qui ont été dans les mêmes écoles, ce qui n'était pas du tout le cas pour nous, nous avions des écoles différentes, qui font les mêmes études, ça c'était pas du tout le cas d'avant, c'est la première fois, hein,
qui tous les deux ont leur smartphone, tous les deux ont leur voiture ou leur moto ou je sais pas quoi, qui ont les mêmes libertés sexuelles. Il faut que la femme de son côté maintenant et l'homme de son côté soient absolument conscients et responsables de ce que c'est pas la même chose de faire l'amour dans toutes les façons possibles et imaginables et de faire un enfant. Parce que faire un enfant, c'est vraiment pour, je dirais pour l'éternité, parce que cet enfant va en faire un autre, etc. etc. C'est vraiment la tradition qui va passer, la nouveauté qu'on va lancer, c'est une continuité. Et là, moi j'ai justement, à la fois j'ai beaucoup d'admiration en ce moment pour les jeunes pères et les jeunes mères, parce que je trouve qu'ils ont très envie d'avoir un enfant et qu'ils savent les élever, mais tout d'un coup ils se séparent et hop, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont ruiner complètement l'équilibre même de la vie de l'enfant, qu'il va falloir qu'il se repositionne. C'est comme si on lui avait retiré la charpente de sa vie quand son père et sa mère se séparent. Ça, ils ont l'impression qu'ils ne se rendent pas compte et les enfants ne vont pas bien. Et même les jeunes enfants. Les directrices de maternelle me disent que jamais elles n'ont vu des enfants aussi excités, aussi violents, souvent violents, et angoissés. Alors, je pense qu'une communauté comme la France doit vraiment se réunir et se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, au cours de mes travaux, j'ai rencontré plusieurs fois des études très sérieuses qui montrent que les enfants de parents séparés réussissent moins bien. Par exemple, ils sont moins nombreux à avoir le bachot. Bon, j'ai connu un jeune homme qui a fait sa thèse là-dessus, sur des chiffres fournis par l'INSEE. C'est absolument indéniable, si vous voulez. On n'a jamais voulu qu'il la publie. On ne veut pas le savoir. Et il y a une jeune femme, une fois, qui voulait que je lui dirige sa thèse sur les enfants de familles monoparentales et leur réussite à l'école. On lui a dit non, c'est beaucoup trop réactionnaire, parce que maintenant, il faut que l'adulte ait le droit de faire ce qu'il veut, de se séparer, etc. Et on ne veut pas savoir les conséquences. Le socle familial traditionnel, c'est vrai qu'il de plus en plus, il arrive dans l'imaginaire comme quelque chose de passéiste. Qu'aujourd'hui... Alors, on est très sévère pour l'adultère, alors que, ma foi, si un couple qui a 2-3 enfants reste lié, offre une vie de famille agréable, et que chacun fasse 2 ou 3 des aventures, ou même s'ils n'en parlent pas, s'ils ne vont pas se livrer devant leurs enfants à tout un tas de je sais pas quoi, là, déballage psychologique, ça n'a aucune importance. Mais les individualistes ont une morale. Et la morale individualiste, c'est avant tout la sincérité. Il faut que ce soit sûr et certain, etc. Et donc tout ce qui est hypocrisie, ils n'aiment pas. Et donc pour eux, il vaut mieux se séparer que peut-être ne rien dire et puis avoir... Préserver les apparences. Or, je pense que dans un ménage, surtout du moment où on a des enfants, il est absolument importantissime que le climat du couple soit un climat d'abord, j'allais dire, d'extrême politesse, de tendresse et de politesse, c'est-à-dire où on ne se crie pas après, où on est le préféré et la préférée. Et je pense que c'est vrai qu'à ma génération, nous avons été des femmes. Qu'est-ce qu'on a fait comme... Moi, j'ai fait comme ménage, comme couture, comme cuisine, comme lavage, comme etc. C'était vraiment pas marrant. Mais on avait des maris qui nous parlaient joliment. Et
on s'est beaucoup écrit de lettres. Est-ce que maintenant on s'écrit beaucoup de lettres d'amour? Je ne crois pas. Non. Parce que Les mails, peut-être. écrire, c'est se livrer. Hmm. Et justement, quand on a un petit peu peur de se livrer. Or, je dis dans ce livre, ma génération est en train de s'en aller, étant donné que je vais avoir 90 ans là, au début de l'automne. On s'en va. Mais nous laissons derrière nous. Nous avons été mariés très longtemps. Hein. Beaucoup d'entre mes amis ont fêté les 60 ans de mariage. Moi, j'ai été mariée 58 ans. Oui. Et nous laissons derrière nous les lettres que nous nous sommes écrites, et je suis sûre que nos enfants et petits-enfants, ça les fera pleurer. Quand je vois un film des années 30, je revois le charme, par exemple, qu'avaient les jeunes filles. Maintenant, les filles n'ont plus du tout le charme des jeunes filles. Mais elles sont belles, elles sont bien habillées, etc., désirables. Et le mot qu'on emploie maintenant, c'est sexy. Ouais, vous disiez que c'était dans votre livre. Dans mon livre, je dis que ce mot n'existait absolument pas de mon temps. Et vous faites le lien avec une hypersexualisation de Absolument. la société. Alors, cette sexualisation, il faut se demander d'où elle sort. Que monsieur et madame tout le monde puisse vivre tous leurs fantasmes, moi je suis tout à fait pour. Hein. Il y a énormément de gens qui n'ont pas beaucoup de fantasmes. Bon. Mais il y en a qui en ont, et c'était épouvantable d'être bridé par le fait qu'on avait tout le temps peur d'être enceinte, etc. Donc moi je suis tout à fait pour une sexualité très libérée. Que les homosexuels vivent leur vie d'homosexuel, etc. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'on doit quand même, en même temps, se rendre compte que dans la sexualisation de la société, il y a une immense part d'argent là-dedans, d'histoire de fric. Par exemple, tous ces Eros Centers, et une certaine érotisation de tout. Avant, il y avait une pudeur exagérée. Après, il y a eu une sorte d'érotisation de tout pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire... D'ailleurs, moi, quand je vois la Gay Pride qui passe devant chez moi là, tous les ans, ça dure pendant 5 heures, alors vous avez le temps de regarder, c'est du fric, du fric, du fric. C'est vraiment l'utilisation de toutes les boîtes, etc. Enfin, il faut se rendre compte que la sexualité est la pire et la meilleure des choses à la fois. C'est comme la parole. C'est la pire et la meilleure des choses. À mon sens, elle doit rester dans un certain mystère qu'il faut naturellement foncer dedans parce que qui ne risque rien n'a rien. Mais qu'elle soit présentée comme ça par des gens qui en gagnent des sous, que ça crée des métiers de prostituer de l'argent dans la sexualité, c'est lamentable. Ça. Puis c'est vrai que maintenant, pour vendre quelque chose, on met très vite une fille à moitié nue pour attirer le regard. C'est vrai que c'est... Oui, alors... C'est détourné de la sorte. Et... En fait, j'ai l'impression que les jeunes en ont un peu assez de ça. D'autant que ça crée un effet paradoxal, c'est qu'à force d'être surexposé à la sexualité, ça tue le désir. Oui, exactement. Ah oui, tout à fait. Maintenant, la sexualité est immédiatement happée par les médias qui vont en faire mousser tout le temps. Ça se voit dans les séries, par exemple, là maintenant, sur tout ce qui est les fantasmes zinzin, quoi, les crimes sexuels, etc. Ça, moi, je pense que à ça, il y a un remède, c'est de refaire de la sexualité ce qu'elle est, un mystère. Comment vous expliqueriez alors justement qu'il y ait autant de divorces aujourd'hui ?
par rapport à votre époque? Autant de... De divorce, de séparation, avec cette commune responsabilité Alors, si des vous enfants. voulez, l'explication que je donne dans mon livre, qui est absolument incontestable, c'est que pendant des siècles, et très précisément encore plus pour ma génération qui a vécu dans la misère due à la guerre, l'homme et la femme en couple étaient complémentaires. Je veux dire que leurs tâches étaient complètement différentes. Dans une maison, la tenue de la maison, étant donné qu'il y avait en 1950 encore, c'est-à-dire la guerre était finie depuis 5 ans déjà, il n'y avait qu'un logement sur 2 qui avait l'eau courante. Un logement sur 2. Bon, donc vous imaginez simplement chercher l'eau, s'occuper de l'eau, etc., chauffer l'eau et tout. Tout ce qui était chauffage, justement, le bois cassé, le charbon, etc. On n'avait pas de frigidaire, donc toutes les choses se gâtaient, il fallait tout des tas de trucs pour les sauver et tout. On n'avait pas de machine à laver, on était tellement occupés. Moi j'ai fait tous les vêtements de mes enfants et j'ai fait toutes mes robes jusqu'à 35 ans. Je sais que j'ai acheté ma première robe toute faite à 35 ans. Ça coûtait moins cher de les faire soi-même. Puis maintenant, c'est plus vrai, parce que maintenant, dans mon quartier, il n'y a plus un seul marchand de tissu. À ce moment-là, il y avait des marchands de laine, de tissu, et on faisait les choses soi-même. Alors, on était tellement absorbés par ces tâches ménagères qu'on avait absolument besoin de quelqu'un qui gagne la vie. C'était le mari qui gagnait sa vie, et lui, le mari, qui travaillait, que ce soit un col bleu ou col blanc, enfin je veux dire que ce soit un ouvrier ou dans les bureaux c'était la même chose, il était celui qui apportait l'argent, le pourvoyeur on disait, mais il n'aurait pas pu tenir sa maison. Alors aujourd'hui par exemple, nous avons beaucoup de jeunes gens de 20 ans ou de 30 ans, comme ça, des hommes qui arrivent à vivre très bien dans un studio. Ils appuient sur un bouton pour faire marcher comment ça s'appelle, réchauffer les plats, là, et puis ils ont tout. C'est tellement facile maintenant de tenir une maison qu'un homme peut très bien travailler et tenir sa maison. Il n'a pas besoin toujours d'une femme de ménage ou d'une ménagère qui lui allume le feu, qui lui fasse la soupe, etc. Donc nous étions complémentaires, on avait besoin l'un de l'autre, tellement que c'était finalement un contrat, une sorte de contrat de vie. Alors pour les femmes, c'était quand même très triste parce que beaucoup de femmes avaient des possibilités intellectuelles et des possibilités artistiques ou je sais pas quoi. Vous voyez par exemple... les ouvriers aussi peut-être. Des femmes sculpteurs. Il n'y en avait pas parce que elles ne pouvaient pas justement avoir leur... Je ne sais pas comment dire, mais c'était vraiment une sorte d'asservissement aux tâches, à la maternité et aux tâches ménagères, qui a certainement fait que, sauf bien sûr dans la noblesse, etc., beaucoup de femmes n'ont pas pu exprimer tout ce qu'elles auraient pu exprimer. Mais un ouvrier aussi. Pardon ? L'ouvrier qui exploitait lui aussi, dans un sens bridé dans son... L'ouvrier absolument était complètement exploité, mais disons que même très près de nous, puisque moi je suis là devant vous encore vivante, au sortir de la guerre, de 1945 jusqu'en 1956, ça fait donc 11 ans, hein, le temps de travail légal était de 48 heures par semaine pour les ouvriers ou dans les bureaux. Et il n'y avait que 2 semaines de congés par an. Maintenant, ça semblerait ahurissant. Et
Et je me rappelle, il n'y avait pas de fête, on n'avait pas le temps, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas les matériaux, rien du tout. Et il faut revoir ce film de Tati qui s'appelle Jour de fête, parce qu'il vous donne vraiment une idée. Donc maintenant, vous avez quand même tellement de choses que... Je dis à un moment dans ce livre que vous avez un luxe dont vous ne vous rendez pas compte, c'est la propreté. Vous vivez dans des villes propres, vous avez de l'eau courante chaude partout, tandis que nous avons vraiment vécu... Enfin, moi-même, jeune femme avec un petit de 2 ans, j'ai vécu avec mon mari dans 2 petites pièces sans chauffage et sans eau. Donc il a fallu qu'on essaye de fabriquer une cheminée au 6e étage, hein, et sans eau. Ben, je vous assure que quand vous avez l'eau sur le palier, ce qui était le cas de beaucoup de logements, hein, dans cette crise du logement épouvantable que nous avons connue, après les destructions, c'était fatal. On n'a pas tellement envie de se laver et on vivait finalement, on vivait dans la saleté. Et ça alors, vous êtes des développés, nous on était des sous-développés. Alors on a peut-être développé le sentiment, la poésie et tout comme une sorte de contre-feu. D'exutoire ou de... Voilà. C'est une formidable réussite pour l'arrière-grand-mère que je suis. Je me dis, voilà, maintenant, c'est vraiment autre chose que nous. Et on a réussi à leur mettre un toit sur la tête, on a réussi à leur donner... Ils sont superbes à voir. Et puis en même temps, je les sens enfermés en eux-mêmes, un peu narcissiques, garçons et filles. Oui, on avait parlé la dernière fois en disant que nous étions dans une culture narcissique, globalement. Une culture narcissique. Ouais. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant. Regardez ce qui passe à Internet, ou regardez les différents magazines, hein, pour soigner son corps, pour soigner etc. Oui. Bon. D'ailleurs, vous avez une phrase de Pierre Huer et Mathieu Laine que je trouvais intéressant, en disant que nous étions une génération en quête d'excitation. Ah oui, ça c'est autre chose. En quête de stimulation et d'excitation. Ouais. Alors ça c'est pour les enfants. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'inquiétais beaucoup pour les enfants. Il est certain que, comment est-ce que je dirais, quand vous voyez les cultures anglo-saxonnes, ce sont des cultures de la réussite. Vous voyez suffisamment de films américains et tout pour vous rendre compte. Vous êtes allé aux États-Unis ? Jamais. Parce que ils ne pensent qu'à réussir, et puis il faut mettre ses enfants, on va se ruiner pour mettre ses enfants dans une bonne école, etc. Tout est tendu vers arriver à réussir et à gagner beaucoup d'argent. Et donc le bébé américain, on va lui faire tout de suite des stimulations et tout, et maintenant ça vient en France beaucoup. Je vois, il faut... Avant, on disait toujours il ne faut pas forcer les enfants à apprendre à lire, à écrire avant tel âge, etc. La maternelle, par exemple, il n'y avait pas du tout de lettres et de chiffres et tout. Maintenant, il y a tendance à donner d'abord aux enfants des jouets électroniques extraordinaires, les jeux d'ailleurs, tout simplement, tous les jeux vidéo, ça les pousse à avoir des réponses extraordinairement rapides à des excitations diverses et variées. D'ailleurs, on s'est aperçu que le temps de réponse avait été considérablement réduit en quelques années. Ouais. Oui, alors le gosse qui a ça, si après vous lui donnez, je sais pas moi, une poupée ou comme ça, ça va pas l'amuser du tout, quoi. Je sais que j'ai l'autre jour, ma petite fille disait, je crois que les enfants, il faut quand même leur apprendre à s'ennuyer un peu. Parce que c'est vrai,
ils ont besoin d'excitation tout le temps. Alors, est-ce que ça va faire des super intellectuels? Vous savez, maintenant, le brain, le cerveau, on va lui demander tout. Hein, est-ce que ça va faire des super intellectuels? Est-ce qu'ils vont arriver à méditer? Comme je vous disais tout à l'heure, ils s'expriment difficilement. Je crois qu'il faut essayer de moins d'excitation, Là, les gosses, dans toutes les divisions qu'il y a dans les couples, les crises dans les couples et tout, qu'est-ce qu'on fait les gosses? On les met devant la télé à 2 ans, même pas. Et puis, ou bien on leur donne des jeux vidéo. On essaye d'avoir des enfants qui répondent tout le temps à des stimulations, alors qu'il faudrait aussi leur demander de réfléchir et de savoir s'exprimer, de savoir s'exprimer avec les mots de cette merveilleuse langue que nous avons la chance de partager en France. Ce que je dis dans mon livre, que dans ce que j'appelle exception culturelle, qu'en ce moment, les francophones, par exemple, la littérature qui nous vient d'Afrique noire ou comme ça, elle est plus belle souvent que celle qui vient de France, hein, parce qu'il y a une liberté d'exprimer par les mots, alors qu'en France, en ce moment, par exemple, si je m'arrête simplement au roman, on en est à ce qu'on appelle l'autofiction, hein, c'est-à-dire qu'il faut se regarder soi-même, etc. Tout à l'heure, je parlais de la musique, parce que moi j'en ai vraiment marre de la musique qu'on entend partout là maintenant, et je voudrais vraiment que les jeunes nous créent une autre musique. On s'est fait coloniser par la musique américaine, et puis alors on chante en prononçant de l'anglais plus ou moins bien, etc. Alors qu'avant on avait quand même une chanson française absolument superbe. On a quand même eu les chansons françaises, mais je pense que vous les écoutez plus du tout. Hein. Non, très peu. Mais de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que de nouveaux styles musicaux viendront s'il y a un changement un petit peu d'esprit collectif. Moi, je crois que ça commence. Moi, ce dont j'ai marre, c'est toujours le poum-poum, c'est-à-dire toujours la batterie la temps binaire. Voilà, et la mesure à 2 temps, toujours la mesure à 2 temps, et ce qu'elle signifie dans la traduction, si vous voulez, par exemple la danse. Je veux bien que la danse ne soit pas toujours érotique, mais en venir à ce qui maintenant on appelle danser dans tous les dancings, c'est-à-dire que chacun est tout seul et se tortille très mal d'ailleurs, à l'imitation des Noirs, mais n'y arrive pas parce que les Noirs le font beaucoup mieux que ça. Quand on voit en effet Obama, il sait se balancer, mais nos pauvres Français, là, ils se tortillent. C'est affreux parce qu'on voit par exemple des enfants de 3-4 ans maintenant qui se tortillent comme ça aussi, et tout le monde applaudit en disant « Oh, regardez, il a le rythme, etc. » Est-ce que c'est ça, danser? Il serait temps qu'on invente un peu quelque chose. Hein. C'est rigolo, parce que c'est vrai que les danses, avant, étaient des danses en couple. En couple. Aujourd'hui, et puis je vous assure que avant de flirter, il fallait avoir dansé, parce que d'abord, on a l'odeur de l'autre, le grain de sa peau, la chaleur de son corps, et on voit tout de suite si on a envie ou si on n'a pas envie. Enfin, je ne comprends pas comment on peut danser comme ça, se balancer comme ça, le ventre en avant, tous séparés les uns des autres. C'est lamentable. C'est pour ça qu'on dit que le capitalisme est devenu un fait total. On le retrouve. C'est bien possible parce on le retrouve même dans la danse. Que tout ça soit quand même commandé souvent par l'argent, c'est vrai, hein, parce que il faut arriver à être indépendant un petit peu de ce que les médias vous obligent à faire. Par exemple,
je dis qu'en politique, là maintenant, les journalistes ne nous rendent plus compte vraiment des faits politiques, à part quelques-uns quand même, brillants. Non, ils s'acharnent contre les hommes et les femmes politiques, un petit peu, si vous voulez, sur le mode on est tueur, ou on est, enfin, caricaturiste, etc. La vie privée, on va tout mettre pour faire dégringoler les gens, mais pas du tout leurs idées. Ça, alors, comment est-ce qu'on peut arrêter un peu ce massacre? Pour l'instant, le politique est dans l'impasse. Moi, j'aurais 20 ans, je voudrais essayer d'inventer une pensée politique nouvelle. Il me semble que dans ce beau pays qu'est la France, que j'aime tellement, nous avons, depuis assez longtemps, une tendance à vouloir l'égalité, à chercher vers l'égalité, que n'ont pas du tout, par exemple, les anglo-saxons. Pour eux, c'est la liberté, mais l'égalité. Regardez l'Angleterre, qui est un pays absolument remarquable, mais ils adorent avoir leur lord et leur society qui a un mode de vie comme ça, et puis le peuple, puis il n'y a rien à faire, ça n'a pas bougé. Je dirais même que les distances sociales en Angleterre n'ont fait que s'accroître presque. Alors en Amérique, il y avait quand même encore une sorte d'ascenseur rapide, on pouvait faire un rêve américain et partir d'en bas. Maintenant c'est complètement fini. Maintenant c'est absolument les plus riches qui vont faire que leurs enfants soient les plus riches, etc., etc., avec des millions, des dizaines de millions de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté et qui s'accompagnent en même temps. Donc je pense que nous, il faut qu'on essaye de repenser aux avantages que nous avons sociaux. Moi, je suis quand même de la génération qui a vu arriver la sécurité sociale. Et c'est pour ça que je commence mon livre en rendant hommage à des gens dont vous ne connaissiez peut-être pas le nom. Hein, je dis mes héros et je parle de Pierre Laroque et d'Alfred Sauvy. Vous les connaissiez ? De nom, de nom. Je m'étais intéressé à la question. Oui, Sauvy, c'est un démographe qui était à peu près génial. C'était un drôle de... vraiment un drôle de titre. Normalement, comme moi j'avais fondé le planning, j'avais été lui porter la contradiction une fois, on devait être ennemis, mais pas du tout, on a été au contraire les meilleurs amis du monde, parce que moi j'avais compris son raisonnement qui est que la démographie pour un pays c'est extraordinairement important. Je parle dans ce livre de l'Allemagne qui en ce moment tient le haut du pavé et nous regarde de haut, et on nous dit tout le temps, et vers 2020-25 vous allez voir, étant donné qu'ils n'ont pas eu d'enfants, ils vont avoir des problèmes dus au vieillissement de la population qui vont être très sérieux. Donc, Monsieur Sauvy, nous, on nous appelle la Chine de l'Europe, la France. Oui et non, parce que jusqu'ici, nous avions 2,03, 2,01 enfants par femme. Cette année, c'était que 1,99. Hein. Bon. Et puis, on a un président de la République qui vient de larguer aux entreprises toutes les allocs, là, puisque avant c'était les entreprises qui payaient une grosse partie de la branche famille, et là maintenant il vient de dire, puisque c'est pas encore voté, mais c'est dans les... ça va venir, donc je crains beaucoup que nous perdions ça. Mais cet élan vital est importantissime. Avoir envie de faire des enfants, c'est formidable, parce que les pays qui n'en font plus, comme l'Espagne, comme les pays de la Pologne par exemple, la Pologne est l'exemple même d'un pays qui a tenu à la fois la vitalité en ayant des enfants et la vitalité culturelle en maintenant
sa langue, sa culture, etc., contre des ennemis épouvantables. Que ce soit la Russie, que ce soit l'Allemagne, se sont partagés la Pologne 3 fois, 3-4 fois. Et là maintenant, ça y est, ils lâchent, ils ont plus l'enfant. Les Espagnols aussi, c'est fini. Les Italiens, c'est la même chose. Donc nous, on a cet avantage, on est le pays d'Europe où il y a le moins de femmes sans enfants. C'est un atout formidable, ça prouve que, bien qu'on dise qu'on est fichu, on est quand même dans un pays où les gens ont de l'espoir. De plus, on est dans un pays qui est très beau, et je crois qu'il faudrait un peu le vanter davantage. Alors, la deuxième chose, c'est essayer d'organiser donc un peu plus d'égalité, toujours un petit peu plus d'égalité. Nous sommes quand même le pays d'Europe où il y a le moins d'inégalités, hein. Mais il faudrait en être fier. Ce système social que la France a mis en place, aujourd'hui, le discours officiel nous le présente... Ah, le discours officiel, c'est que c'est fini. Oui, ils nous disent on ne peut plus profiter de ça, c'était une des belles époques, mais maintenant c'est fini. Alors, c'est vrai que les choses ne se présentent plus de la même manière. Là, je dis en effet que à ce moment-là, les ouvriers vivaient 4-5 ans après leur mise à la retraite. Maintenant, on vit 25 ans après la mise à la retraite. Que tout a changé, les normes ont changé, la médecine coûte beaucoup plus cher, etc. etc. La grande question de demain, ça va être justement la vieillesse. Une des questions qui devrait tous vous préoccuper, c'est justement, pour l'instant, ma génération est arrivée de façon stupéfiante à avoir 85 ans d'âge moyen. Là maintenant, on vit, pour les femmes c'est 85 ans, pour les hommes on arrive à... Parce que dans les années 70, on a fait des progrès énormes pour tout ce qui était les maladies vasculaires. Alors maintenant, on a l'Alzheimer qui pose un problème absolument fabuleux. Mais je pense que tout ce qui est trouvé plus d'égalité, plus de solidarité. Parce que nous, on a eu une vie vraiment pas marrante à partir de... Enfin, moi, c'était 15 ans, mais on avait des familles solides. On avait des familles très solides. Tandis que maintenant, si tout d'un coup, il y a une épouvantable crise, comme par exemple en Grèce, si vous voulez, la Grèce a très mal réagi. Les riches, ça y est, de nouveau, l'Église orthodoxe d'une part et d'autre part les armateurs et tous les riches s'en sont sortis très bien et la bourse recommence. Mais les pauvres en Grèce, c'est terrible. On a des tas de défis à relever et entre autres des défis culturels parce que je pense que on est quand même dans un pays qui ne peut que vivre qu'en produisant constamment de la culture dans tous les domaines. Alors avec Internet, vous avez un nouveau formidable champ d'expérimentation de toutes sortes. De toutes sortes. Ça a été pour moi une très grande joie que des jeunes comme vous me disent « Racontez-moi votre livre à moi, vieille dame ». Parce que je me suis dit, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit « Ah, est-ce que les éditeurs ne vont pas vouloir prendre un livre d'une vieille dame comme moi ?» Heureusement, mon éditeur me connaît bien et donc a été tout à fait d'accord. Mais c'est quand même une très grande joie de se dire que on peut transmettre. Et donc, moi, c'est pas marrant d'avoir 90 ans, hein, on marche difficilement, on a mal partout, on a tout ce qui se déglingue, etc. Mais si on arrive à se dire que dans sa vie, on a quand même transmis des choses, ah là là, c'est formidable. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините,